Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis de Canal Martinique Télévision, chers amis de LCL, vous qui nous regardez sur kmttélévision.com ou qui nous écoutez sur FM+, 88.9, vous qui nous regardez en France sur Téléanti ou OM5 TV, qui nous regardez également à La Réunion et à Mayotte, bonsoir. Je n'oublie pas nos amis de la Guadeloupe. Donc bonsoir à tout le monde et bonsoir à notre invité. Il s'agit ce soir de Madame Bélé Béatrice. Madame Bélé Béatrice est première secrétaire fédérale de la Fédération socialiste de la Martinique. Elle l'est depuis peu. Bonsoir madame, comment allez-vous? Bonsoir à vous, ça va très bien. Bonsoir aussi aux téléspectateurs de KMT. Je vais vous interviewer en compagnie de Raphaël Dufault, si vous le permettez. Raphaël, bonsoir, vous allez bien? Bonsoir, très bien vous-même. Je vais bien, merci. Bonsoir à notre invité. Bonsoir monsieur Dufault. Est-ce que vous me trouverez sexiste si je vous dis que vous êtes une jolie femme à l'orée de cette interview? Non, je ne vous trouverai pas sexiste. Je vous remercie. Vous me le dites ou vous me le dites si vous me le dites. Je vous le dis. Très bien. Donc vous êtes première secrétaire fédérale depuis peu, mais vous n'êtes donc pas très connue des Martiniquais. Est-ce que vous voulez bien vous présenter à eux, soit en nous regardant, soit en regardant la caméra qui est juste là, présenter un petit peu aux Martiniquais? Bien, donc Béatrice Bélé, première secrétaire fédérale de la Fédération socialiste de Martinique depuis le 29 mars 2018, militante de gauche de longue date et socialiste également de longue date, cadre territorial, donc je travaille dans la fonction publique depuis presque 20 ans maintenant. Après avoir fait, en tout cas en Martinique, la mairie de Chelcher, j'ai été cadre au Conseil général, puis à la communauté d'agglomération de l'Espace Sud et enfin, désormais, à Martinique Transport. Et je prends la tête, en effet, de cette belle et précieuse famille qui est la famille socialiste en Martinique. Vous étiez au Conseil général sous Claude Lise ou sous Madame Manet, sous les deux? Les deux. Sous les deux. Très bien. On ne demande pas ça aux jolies femmes, mais je vais vous le demander quand même. Vous avez quel âge? 42 ans. 42 ans. Donc, vous avez des enfants, vous êtes mariés? Non, pas d'enfants, pas d'enfants, pas de mari. Pas encore. D'accord, pas encore. Bien, donc je crois que les Martiniquais vous connaissent personnellement un petit peu mieux. Maintenant, en fait, vous êtes une fonctionnaire. Oui. Vous n'avez jamais fait une fiche de paye de votre vie? Pourquoi? Je vous demande. Si. Dans quel cadre? Parce que ma spécialité première, c'était les ressources humaines. D'accord. Voilà. Et donc, avant de travailler à la mairie de Chelcher en qualité de chargée de mission, déjà, j'ai travaillé dans des cabinets et dans des entreprises privées qui faisaient des ressources humaines. Très bien. Donc, vous avez travaillé dans le privé Tout à fait. Pendant combien de temps? Oh, de longues années, parce que j'ai grandi, en fait, en région parisienne. Et il est de coutume pour les jeunes à partir de 18-19 ans de travailler très jeune pour faire notamment ce qu'on appelle des jobs de vacances, des jobs de vacataires. Donc dès l'âge de 19 ans, j'ai commencé à travailler pour les vacances. Vous êtes né en France? Oui. Ok. Et par quel destin? Pourquoi vous êtes né en France? Parce que mes parents, ils sont partis pour travailler assez jeunes, puisqu'ils avaient 25-26 ans. Et donc, ils y ont passé une partie de leur vie, une vingtaine d'années. Et de là, pendant cette période, est venue une charmante et très gentille enfant. Pourquoi, vous avez une sœur? Oui, tout à fait. Mais qui est née et qui est née en Martinique. D'accord. Vous êtes combien dans la famille? Deux seulement, deux sœurs. Deux filles. Est-ce que vos parents sont allés en France par le Bumidum? Non. Non, du tout. Non. C'était avant ou après? C'était probablement quasiment pendant la même période, quoi qu'il en soit, mais c'était pas par le Bumidum. Est-ce que vous avez rencontré le racisme pendant votre adolescence, votre enfance en France? Oui, bien sûr, bien sûr. Il a toujours existé. Je l'ai pas obligatoirement ressenti très jeune, quoique, alors on prend souvent cela pour des attaques d'enfants, même si on le vit comme un racisme, parce que puisque j'ai eu droit à des sobriquets et à des insultes racistes, mais de camarades, de gens qui étaient finalement des camarades de classe. Alors si
Si on ne pouvait pas vous attaquer sur votre poids ou comme le font les enfants ou sur vos lunettes, on vous attaquait sur quelque chose d'autre ou sur votre blouson. En l'occurrence, moi, c'était ma couleur parfois. Plus grande, ça a été différent. C'était là vraiment du racisme. Lorsque mes parents ont eu à revenir sur leur terre natale, moi je suis restée à Paris et lorsqu'il s'est agi pour moi de chercher un appartement, même si j'arrivais à 7h du matin pour prétendre à l'appartement, on me disait que quelqu'un est déjà venu juste avant moi alors que 7h du matin à Paris, c'est le pipiri chantant. Oui. Voilà. Donc oui, je l'ai connu. Oui. Donc vous êtes resté à Paris jusqu'à quel âge exactement? Jusqu'à 25 ans. D'accord. Ok. Est-ce que vous pouvez dire de la France que c'est un pays raciste? Oui, assez traditionnel et quand même assez raciste. Je crois que c'est un racisme qui est peut-être plus larvé, quoique je crois que les derniers résultats des élections, notamment présidentielles, nous confirment tout de même qu'il y a un portage assez fort d'une idéologie qui est raciste, oui. Pourquoi est-ce que vous êtes revenu en Martinique? Venu, presque d'ailleurs. Parce que j'ai eu la certitude en y revenant plus régulièrement qu'il y avait une porte à apporter, en tout cas une pierre à apporter à l'édifice de la maison Martinique et je m'y suis sentie définitivement et résolument chez moi. Bien, est-ce que vous avez vécu en France sans jamais revenir en Martinique pendant 25 ans? Non, on venait régulièrement pendant les vacances, les fameux congés bonifiés notamment, qui nous ont permis de régulièrement... Vos parents étaient fonctionnaires aussi alors? Mon père était fonctionnaire. Donc vous n'avez jamais vraiment été coupé de la Martinique? Non, jamais. Et puis j'ai presque envie de vous dire que j'ai peut-être même plus vécu la Martinique en région parisienne que je ne l'ai vécu ici. C'est-à-dire, il y a ce portage finalement des coutumes, du parler, de l'alimentation qui est assez perpétuel et j'en tiens pour preuve que j'ai des tantes qui ne sont jamais revenues s'installer en Martinique, qui sont en région parisienne depuis 40 et plus d'années et pourtant qui ont un accent bien plus fort et bien plus présent, un art de vivre qui est un vrai art de vivre martiniquais. Est-ce que vous pouvez avoir un regard distancié par rapport à la Martinique et aux Martiniquais? Est-ce que le fait d'être né ailleurs, d'avoir beaucoup vécu ailleurs, vous permet de pouvoir jeter un regard sur la Martinique? Oui, je pense que on a tous finalement, du fait de notre expérience et de notre vécu, cette possibilité d'apporter une plus-value à un regard sur la Martinique. Moi, c'est mon expérience, donc j'apporte ça de supérieur. Maintenant, mon regard sur la Martinique est, je vais dire, éclairé de cette connaissance et de ce vécu personnel. Voilà. Est-ce que nous sommes un peuple assisté? Non, nous ne sommes pas un peuple assisté. Je crois qu'il faut... justement sortir de ces dogmes qui nous donnent l'impression qu'on tend toujours la main pour avoir, travaillé ailleurs, être en régulier lien avec des ex-collègues sur des problématiques que je gérais avant, mais être allé dans des formations, avoir côtoyé d'autres cadres. Nous sommes loin d'être les derniers de la classe sur bien des sujets, je dirais même plus. Les Martiniquais font preuve bien souvent d'une inventivité assez particulière. Comme on dit chez nous vraiment débouillards. Nous sagoumains. Voilà. Par les créoles, hein? Oui. Je me débrouille. Vous vouliez nous le dire dès le début, quoi. Voilà. Oui, c'est vrai que j'aurais pu dire. Mais bon, oui, je peux créole. Est-ce que la Martinique a mal de sa fonction publique? Oui. Oui, je pense qu'il y a par contre une véritable difficulté dans l'appropriation des services publics. Par le citoyen qui, je pense, ne sait plus finalement ce qui relève du service public et ce qui relève du service.
de la collectivité. Alors ça, c'est peut-être notre petit mal, cette façon de dire mais SIOP fait ça, ben moi. Non, il y a des choses qui relèvent du service public et qui sont de l'ordre des politiques publiques mises en place. Et puis, il y a des choses qui peuvent être un peu particulières, qui sont gérées de façon un peu particulière, mais souvent, la ligne n'est pas obligatoirement très claire pour la population et je pense qu'elle mérite d'être éclaircie. Et vous êtes au Parti Socialiste depuis combien d'années? Depuis mes 19 ans, donc il faut faire soustraction. Vous avez milité en France alors? Oui. Pourquoi vous avez milité au Parti Socialiste? J'ai commencé par le Parti communiste, parce que mon le maire de la ville dans laquelle j'ai grandi était communiste. Communiste d'ailleurs. C'était quelle ville? Tremblay en France. Je dis parce qu'il est toujours maire, d'ailleurs, après 40 ans. Et toujours communiste. Et puis finalement, la faculté, le mouvement syndicaliste, les MJS, donc mouvement des jeunes socialistes. Voilà, donc c'est tout un environnement. Et puis cette génération à laquelle j'appartenais, qui était la génération Mitterrand, je pense que ça a été en effet un point d'ancrage dans l'idéologie socialiste. Donc vous êtes rentré au PS, à quel âge exactement? Enfin, en quelle année, pardon? 19 ans, mais quelle année? Parce qu'il faut que je fasse les calculs en plus. Je ne sais plus dans quelle année j'avais 19 ans, en fait. Mais je pense vous aviez fini vos études C'était à 23? Oui, juste après mon bac, donc ça devait être 95, quelque chose comme ça, 1995. D'accord. Non, parce que vous avez parlé des années Mitterrand. Non, c'est la génération Mitterrand. La génération Mitterrand. Parce que je me disais les années Mitterrand. La génération Mitterrand. C'est pas exactement. C'est pas pareil. La génération Mitterrand. Bien, vous voulez poser une question? Oui. Alors, c'est vrai que si on reprend un peu à la base de l'histoire du Parti Socialiste, qu'est-ce que c'était? Vous aviez la gauche qui était plus ou moins unie autour d'une idée, mais vous avez eu ceux qui étaient un peu plus révolutionnaires, on va dire, qui sont devenus après les communistes, et ceux qui étaient plus les réformateurs, qui sont devenus les socialistes. Donc jusqu'à pendant très longtemps, ça a perduré comme ça. Et puis il y a eu une nouvelle scission. On l'a vu aujourd'hui, enfin de nos jours, avec Emmanuel Macron, qui a finalement raflé toute une partie de ceux qui étaient plus pour une gauche sociétale, mais moins pour une gauche sociale. Et puis vous avez beaucoup de ceux qui étaient pour la gauche du travail, qui ont rejoint le camp de Mélenchon. Donc ma question est finalement, ceux qui restent au Parti socialiste aujourd'hui, c'est qui en termes d'idées, d'idéologie? Alors déjà, je pense que le piège de Macron, déjà, c'est de penser qu'il a raflé des gens qui fondamentalement étaient à gauche. Je pense que pour y aller, il ne fallait pas être à gauche. Ils étaient dans le parti, je dis pas après. Ils étaient dans le parti, mais au final, c'est à savoir s'ils défendaient réellement les valeurs fondamentales que sont celles du socialisme. Et les valeurs fondamentales du socialisme, il y en a une qui me paraît essentielle, c'est l'humanisme. Donc mettre la pensée et la conception politique, mettre l'humain au cœur de la pensée et de la conception politique. Et deux, c'est la lutte contre les inégalités. Et sur ce point, je crois que Macron a en très peu de temps fait la démonstration de ce qu'il n'était pas dans cette idéologie, ou en tout cas dans cet objectif et cette finalité. Je crois que c'est très clair. Donc nous avons finalement soit perdu des camarades qui n'étaient pas des véritables socialistes, soit nous avons perdu des camarades qui avaient plus d'ambition personnelle que de conviction pour l'intérêt général. En tout cas, vos propos sont très durs pour M. Hollande et pour ses premiers ministres, parce qu'ils ont fait d'Emmanuel Macron un ministre de la République, un ministre important, c'était ministre des Finances. Alors, soit ils se sont trompés, donc il manque de clairvoyance, soit ils étaient au fond d'accord avec Macron. Je crois qu'on a aussi le droit de se tromper, en fait. Je crois qu'il faut s'accorder ça en politique. Le fait est qu'il faut se l'avouer. Oui, monsieur Emmanuel Macron, quelque part, et la création du Parti Socialiste, en tout cas de François Hollande. Il l'avoue d'ailleurs aujourd'hui de façon très ouverte qu'il s'est trompé. D'accord. Il s'est trompé.
Mais donc, vous-même, est-ce que vous seriez partisane d'un rapprochement avec M. Mélenchon, qui aujourd'hui, on va dire, incarne, en tout cas, je dirais dans l'image qu'il donne, incarne justement cette lutte pour plus l'idégalité sociale, le combat pour les travailleurs, tout ça, c'est plutôt lui qui est placé aujourd'hui pour l'incarner. Alors je ne dis pas qu'il n'y a que lui qui incarne ça, mais dans la figure de proue, on va dire, de ce mouvement-là, c'est lui aujourd'hui. Est-ce que vous seriez prêt à vous rapprocher de lui par rapport à ça? Est-ce que vous tenez vraiment à garder cette nuance importante avec... Non, mais je crois qu'il faut remettre réellement les choses dans leur contexte. Aujourd'hui, ce n'est pas le Parti socialiste qui refuse de parler à M. Mélenchon. Oui. C'est M. Mélenchon qui refuse de parler au Parti socialiste. C'est différent. À telle enseigne d'ailleurs, pour mémoire, qu'au moment des élections présidentielles, il avait été annoncé qu'un rapprochement aurait pu se faire sous certaines conditions et que depuis, M. Mélenchon a précisé qu'il allait remplacer le Parti socialiste et qu'il d'ailleurs souhaitait ouvertement et vertement sa disparition. Donc je crois que le Parti socialiste a montré à plusieurs reprises et singulièrement ces dernières années qu'il était prêt à faire des alliances avec des gens de gauche. Ça reste toujours valable. Nous n'allons pas tout seul à la bataille, et d'ailleurs nous avons vu les résultats. Aller tout seul à la bataille nous emmène obligatoirement à une défaite. À partir du moment où les forces de gauche perdurent à être désunies, elles finissent par perdre. Et c'est finalement tout le peuple de gauche qui s'en trouve lésé. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous faire un historique rapide mais complet en même temps du Parti socialiste, de la Fédération socialiste de la Martinique? Non, je ne peux pas vous en faire un historique complet. Et j'ai presque envie de vous dire que aujourd'hui, la vision que j'ai, je m'attendais à cette question, c'est très drôle. Je l'ai, hein. Mais je ne crois pas que ça soit d'un intérêt fondamental pour les Martiniquais. Je crois qu'aujourd'hui, notre volonté, c'est de regarder de l'avant, tout en tirant les enseignements, et je pense qu'on les a tirés d'une certaine réalité historique du fonctionnement de notre parti. Nous avons eu de très belles et nobles années pendant lesquelles nous avons réussi à convaincre par nos idées et par le travail qui était fait au sein de la fédération. Je crois qu'il faut que nous arrivions à convaincre de nouveau et c'est notre objectif premier. Est-ce que vous avez des mairies actuellement socialistes en Martinique? Alors, nous avons des camarades à ramener à la maison, à la mairie de Trinité. Nous avons une ville qui, historiquement, est socialiste. Donc avec des camarades qui sont à ramener dans la maison des socialistes parce qu'ils le disent eux-mêmes, ce sont des socialistes de cœur, donc notre cœur va là où notre maison et notre foyer est. Très donc bien. Il faut qu'ils rentrent à la maison. Est-ce que vous avez des élus socialistes, indépendamment des mairies? Oui, nous avons notamment un député européen, la personne de Louis-Joseph Monscourt. D'accord. Est-ce que vous êtes partisane de plus d'autonomie pour les fédérations socialistes locales? On a entendu que, je crois que c'est Victorin Lurel qui avait demandé ça. Il n'y avait pas que lui, il y avait aussi d'autres élus socialistes. Il y avait l'ancienne ministre des Outre-mer, Madame, le nom m'échappe, Erika Paul Angevin, Erika Barrette. Erika Barrette, voilà. Donc, qui avait demandé ça. Est-ce que vous faites partie de ceux qui veulent justement que le Parti socialiste, qui avait été longtemps très centralisateur, qui relaisse un petit peu davantage d'autonomie aux pôles régionaux? Oui, mais je ne sens pas... j'ai pas senti non plus un manque de liberté d'action. Alors peut-être que c'est plus prégnant sur la France hexagonale, je veux bien le croire, mais je crois qu'on a, et en tout cas des échanges que j'ai eus encore dernièrement avec le premier secrétaire national, c'est ce que j'ai annoncé dans le cadre d'un séminaire des premiers secrétaires fédéraux. J'ai annoncé que je n'attendrai pas une ligne pour pouvoir agir. Pourquoi? Parce que nous avons des préoccupations qui nous sont propres, d'autres que l'on peut partager avec des camarades qui se trouvent sur la France hexagonale, et puis des préoccupations qui nous sont propres et sur lesquelles nous devons pouvoir apporter notre propre constat et notre vision, et nos propres solutions. Voilà. Jusqu'alors, peut-être qu'à l'exercice, je vais voir les choses différemment, mais je suis totalement en accord avec
cette ligne managériale, on va dire, en tout cas, de la fédération avec le premier secrétaire national. Je vais juste vous donner un exemple. Vous avez le Parti socialiste qui à la base donc, était très axé sur les valeurs, comme vous l'avez dit, de l'humanisme et de la lutte contre les inégalités sociales. Et aujourd'hui, vous avez quand même depuis un certain nombre d'années, le Parti socialiste s'est emparé d'un certain nombre de questions sociétales, donc qui sont, on va dire, qui étaient un peu une nouveauté par rapport à son parcours classique, on va dire. Notamment, il y a eu le mariage homosexuel, il y a eu la question de la PMA, de la GPA. Ces questions, vous savez que les Martiniquais n'ont pas forcément les mêmes avis que les hexagonaux sur ce genre de questions, de par la culture, l'héritage, on va dire aussi religieux. Est-ce que vous pensez que là-dessus, la Fédération socialiste par exemple, martiniquaise doit à tout prix s'aligner, on va dire, sur la Fédération nationale, ou est-ce qu'au contraire, elle doit davantage tenir compte des avis locaux ? Tout dépend de l'avis que la Fédération a sur la question, c'est-à-dire qu'en même temps, pour défendre des idées, il faut y croire. Je crois que ça c'est fondamental, donc il faut que ça soit partagé. Donc il y a peut-être des personnes dans la fédération qui demain vont aller défendre un certain nombre de dossiers parce qu'ils vont y croire et qui vont penser en effet que ces idées participent de l'émancipation des Martiniquais, et puis d'autres qui vont prendre un peu de recul et on ne peut pas les forcer à les défendre ou à aller se positionner sur des idées auxquelles ils n'adhèrent pas. Pour autant, il y a quand même des débats sociétaux sur lesquels, en effet, il faut qu'on arrive à sortir d'un certain classicisme parfois, à se transcender au-delà on va dire, pas de nos convictions, parce qu'on a le droit aussi d'avoir des convictions qui soient des convictions religieuses, mais parfois au-delà de nos a priori, il faut arriver à se transcender et à mettre, encore une fois, c'est ce que je dis, l'humain au cœur des choses et le bonheur également au cœur de notre pensée. Est-ce que vous pensez que c'est pas ce côté un petit peu, entre guillemets, un peu fleur bleue qui a joué des tours au Parti socialiste? C'est-à-dire que vous aviez d'un côté parti de Mélenchon qui avait un aspect très pragmatique, c'est-à-dire on reprend un peu la lutte des classes à la Marx, on a des grandes puissances internationales, il faut qu'on lutte, il faut qu'on défende un petit peu la souveraineté, il faut qu'on retourne un peu à une production française, qu'on fasse front. D'un autre côté, vous avez Macron qui disait, bon, aujourd'hui c'est le monde des startups, il faut qu'on soit des entrepreneurs, c'est à nous de partir à la conquête du monde. Et vous, entre les deux, vous étiez vraiment sur des arguments qui ont leur importance, mais qui paraissaient un petit peu plus, voilà, c'était le bonheur, c'était l'épanouissement individuel. Et peut-être qu'aujourd'hui, les gens dans ce contexte de crise se sont sentis un peu en décalage par rapport à ces préoccupations. Non, je ne pense pas. Au contraire, je pense que c'est ce que les personnes ont révélé comme étant manquant à ce quinquennat, c'est-à-dire cette fameuse... ce que vous appelez ce côté fleur bleue. Je crois qu'il faut résolument mettre l'humain au cœur de nos problématiques. Et contrairement à ce que vous dites, au moment des élections présidentielles, nous avons été sur des thèmes qui touchaient le cœur des Français, le cœur de leurs préoccupations. Et on a une préoccupation, par exemple, qui est celle de la santé environnementale. Nous avons été les seuls à parler de la santé environnementale, du problème des perturbateurs endocriniens. Et on voit à quel point, sur notre petit pays aujourd'hui, cette question fait débat, mais elle ne fait pas débat seulement. Elle perturbe notre quotidien et le quotidien des familles. Parce qu'en lien, que certains le nient ou pas, mais en lien avec un certain nombre de développements de pathologies. Et ça, si on considère que produire 10 000 tonnes de bananes est plus important que garder 400 000 habitants en bonne santé, c'est qu'on s'est trompé de combat. Alors si aujourd'hui, en effet, être moderne, c'est être macroniste et agir comme une start-up en disant, en pensant qu'on peut avoir des dommages collatéraux dans une dynamique économique, il va nous trouver en face de lui. Et les gens ici qui vont porter ce type de conception vont nous trouver en face d'eux. Parce que oui, on peut être fleur bleue, enfin si être humain et penser que le développement des Martiniquais et que la politique au service des Martiniquais, c'est être fleur bleue, c'est que nous avons un réel problème de la conception de la politique.
ce que je voulais juste dire, c'est que par exemple, François Hollande, dans son discours pour la campagne présidentielle, il avait parlé d'une véritable guerre contre la haute finance. Il avait employé vraiment des termes très durs. Et donc, il avait laissé entendre à toute une population de gauche qui était sensible à ça, vraiment cet aspect lutte des classes, et qui sûrement était sensible aussi aux aspects humains que vous avez dit, qui allait avoir un tout. Et finalement, les gens, à l'arrivée, ils ont bien senti ce côté, cet axe humain, parce que c'est vrai que la politique de François Hollande, c'était ça, c'était des réformes sociétales, c'était des réformes en faveur de l'écologie, tout ça, mais ils se sont dit quand même qu'il manquait cette partie un petit peu plus stratégique, un peu plus forte, peut-être un peu plus dur. Et est-ce que c'est pas finalement ça tout le conflit qu'il y a toujours eu entre le Parti socialiste, donc les réformateurs qui veulent... Mais ça, c'est votre constat. C'est le constat que vous dressez. C'est pas obligatoirement le constat qui apparaît, notamment au sortir des élections ou à la fin du quinquennat. À la fin du quinquennat, ce qui apparaît, c'est pas obligatoirement et singulièrement pas que le Parti socialiste a manqué de stratégie. On peut nous reprocher beaucoup de choses, mais probablement pas celle-là et pas celle d'une vision très économiste. En plus, François Hollande est connu pour une vision économique assez stratégique. Je crois au contraire que ce qui nous a éventuellement été reproché, ce qui nous a manqué, c'est la communication sur ce que vous appelez très justement les réformes sociétales importantes qui ont modifié le quotidien et la vie des gens. Et de l'autre côté, par contre, une surcommunication sur des éléments qui étaient là, par contre, des éléments stratégiques économiques qui ont tenu, par exemple, au CICE ou au CISR, où les gens se sont dit, mais comment un parti qui aujourd'hui défend l'humain, qui défend une réforme de la société, peut-il, et qui est le Parti socialiste, peut-il pourvoir de façon aussi étendue au financement des entreprises sans contrepartie de ces dernières? Donc je crois que c'était l'un des sujets d'achoppement, en tout cas avec la population, qui nous a été clairement reproché et sur lequel justement aujourd'hui il faut avoir un regard, on va dire, plutôt lucide, et je pense que les gens attendent des socialistes qui soient des socialistes. Est-ce qu'on peut revenir à la Martinique? Tout à fait. Est-ce que, selon vous, le Parti progressiste martiniquais est un parti de gauche? Oui, je pense. En tout cas, ils s'en revendiquent. Est-ce que le Parti communiste est un parti de gauche? Oui. D'accord. Oui. Alors, quelle différence il y a entre le Parti socialiste et ces deux autres partis de gauche? Une histoire, et ne serait-ce que ça, une histoire, et un nom au moins. Après, comme beaucoup, je pense qu'on va trouver dans les partis de gauche, et peut-être c'est pour ça qu'on arrive à les identifier à gauche, des choses qui nous rassemblent fondamentalement. Est-ce que ce n'aurait pas été le moment de se rassembler davantage plutôt que cette balkanisation de la politique, enfin du monde politique en Martinique, se dire bon, le Parti socialiste est véritablement dans un creux, c'est peut-être le moment de construire un vrai parti de gauche, un seul parti de gauche à peu près, ou se rapprocher d'un parti de gauche déjà puissant, plutôt que de faire encore un petit parti qui va essayer de repartir à zéro ou presque, pour essayer de vivre. Est-ce que justement les Martiniquais, en votant comme ils ont voté pour la CTM, des gens différents mais qui se sont mis ensemble, est-ce que ce désir d'être ensemble ne vous frappe pas? Mais le désir d'être ensemble se construit. Il se construit sur des points communs, des valeurs communes, des objectifs communs, des façons de les atteindre, en tout cas des méthodes pour les atteindre communes. Il faut s'attarder malgré tout sur le partage d'une idée, le portage de cette idée. Donc c'est une discussion qui a tout pour avoir lieu, quoi qu'il en soit. Et je crois qu'il faut que les peuples de gauche, en effet, puissent se parler, puissent discuter et puissent déterminer ce qui pourrait faire en sorte qu'ils s'unissent. Mais ça ne peut pas être quelque chose ni d'autoritaire, ni d'obligatoire. Pourquoi vous n'êtes pas au PPM alors? Parce que je suis au Parti socialiste. Quels sont les objectifs du PPM qui vous gênent? J'ai pas d'objectif qui me gêne. Je suis au Parti socialiste, il y a le PPM. J'ai pas d'objectif du PPM qui me gêne. Je ne suis pas au PPM. Le PPM est un parti qui a son organisation. Vous êtes partisan de l'autonomie de la Martinique?
Ça, c'est le fameux débat institutionnel. Écoutez, je crois que le débat institutionnel, il nous est posé... alors, il ne faut pas qu'on joue les intellectuels et qu'à chaque fois, on parte dans des grandes définitions et un grand passé. Je crois que surtout, ce que les Martiniquais nous ont dit, notamment lors de l'élection, en tout cas du vote et du référendum 73-74, c'est pas tant qu'ils ne fassent pas confiance aux élus martiniquais, mais je pense qu'il va falloir définitivement qu'on apporte la preuve aux Martiniquais que nous sommes en mesure, dans une mouvance, si elle est autonomiste, mais déjà avec ce que nous avons, nous sommes en mesure, en effet, de nous concilier, comme vous l'avez suggéré, sur des sujets forts qui ont trait à des réflexions d'aménagement du territoire, de mise en œuvre du service public, de mise en œuvre de politique publique. Donc, disons que vous comprenez qu'à partir de ce moment-là, et je crois que c'est la lucidité qu'il faut avoir, est-ce que dignement aujourd'hui, on peut espérer que les Martiniquais nous fassent confiance au point de nous donner toutes les clés avec le spectacle auquel ils assistent quotidiennement? C'est pas possible. Il faut sur cette question-là, il faut être raisonnable. Est-ce que vous pensez qu'en Martinique, il y a la place pour un vrai débat idéologique ou est-ce qu'on reste dans un débat de gestion et de personnes? Il y a la place pour un vrai débat idéologique. Il y a la place, il faut la prendre néanmoins, parce qu'on assiste aujourd'hui à des débats de personnes qui ne sont pas des débats idéologiques. D'ailleurs, vous le voyez bien souvent dans les discussions ou les propos qui sont tenus ou les attaques, qu'elles soient sur les réseaux sociaux ou dans la presse. Finalement, sur quoi, et vous avez posé la question, sur quoi finalement avons-nous des visions et des idéologies fondamentalement différentes? On a tous envie de construire et de bâtir la Martinique, on a tous envie de permettre à nos jeunes de rester ou de revenir, on a tous envie de développer l'économie bleue, le maritime, le transport depuis 20 ans. Et pourtant, tous 40%. Mais tout le monde veut, oui, mais tout le monde veut un pouvoir d'achat attractif pour nos concitoyens, tout le monde veut manger sainement, tout le monde veut bien respirer. Et pourtant, donc l'idéologie, je pense qu'on la partage, il y a quand même des choses que l'on arrive à mettre au cœur de nous-mêmes et de nos politiques, en tout cas de notre vision politique, et pourtant, dans les faits, on remarque qu'il y a toujours et encore des points d'achoppement qui ne sont pas idéologiques, qui ne sont même pas de l'ordre de la méthode, qui sont des contradictions de personnes. Et ça, fondamentalement, je crois que c'est de nature, à écarter le Martiniquais de la chose politique, parce qu'il n'en peut plus, très clairement. Je crois que j'ai eu beaucoup de retours ces derniers jours de sympathisants qui souhaitent du coup venir et se mobiliser davantage, réfléchir différemment. Et la première chose qu'ils me demandent, c'est comment vous situez-vous? Est-ce que vous êtes en guerre avec un tel ou avec un tel parce qu'on n'a pas envie j'ai pas envie de participer à ça. Les gens en ont envie. Le Martiniquais est fondamentalement politique. Au final, dans les dîners entre amis ou dans n'importe quelle réunion, on finit toujours par aboutir sur une question politique. Et pourtant, les gens ne vont pas voter. Et ils ne vont pas voter parce que la chose politique et l'idéologie, aujourd'hui, sont devenues cacophoniques. Ce que je veux dire, c'est est-ce que vous, par exemple, vous avez des idées pour la Martinique que vous pensez que vous sont propres? Ou est-ce que vous êtes juste des socialistes de France en Martinique? Non, il n'y a pas de... nous ne sommes pas des socialistes de France, déjà nous sommes des socialistes et nous sommes en Martinique, donc la question martiniquaise nous intéresse au plus haut point. Et j'ai envie de vous dire que je ne sais pas si vous avez vu mon intervention au congrès d'Aubervilliers le 7 et le 8 avril, mais en l'occurrence mon intervention a porté sur la question martiniquaise. Donc ce badge qu'on nous donne parce que le parti a son siège en France ne me semble pas cohérent ni raisonnable. Enfin, ça en tout cas, vous l'avez dit vous-même, tous les partis en Martinique sont d'accord sur ce que vous avez dit là. On va défendre l'écologie, on est contre la chlordécone, ça c'est une évidence, qu'on soit de droite ou de gauche. Bon, ça, il n'y a pas de problème. Alors qu'est-ce qui vous sépare? Est-ce que vous êtes partisan de l'entreprise privée?
Oui, bien sûr, je suis pour l'entrepreneuriat, bien sûr. Vous n'êtes pas pour une nationalisation d'un certain nombre de choses. Je n'ai pas de réflexion obligatoirement arrêtée sur la question. Alors, qu'est-ce que être socialiste, alors, si vous n'avez pas de réflexion sur ce genre de choses? Non, je n'ai pas dit que je n'ai pas de réflexion. J'ai dit que je n'ai pas de réflexion arrêtée. Ne tronquez pas mon propos pour en faire ce que vous voulez. Hein, si vous êtes, alors, je dis que je n'ai pas... Alors déjà, une chose. Oui. Comme vous l'avez dit, je suis une récente chef d'un parti, ce qui veut dire que nous avons renouvelé nos instances et que ce renouvellement des instances amène aussi à repenser aussi certaines questions, à les redéfinir et à les retravailler entre nous. Donc Béatrice Belley, en effet, peut vous donner son avis sur certaines choses. En l'occurrence, vous me dites nationalisation. Aujourd'hui, Béatrice Belley vous dit qu'elle n'a pas d'idée arrêtée sur des nationalisations. Pourquoi? Parce que, d'ailleurs, pour pouvoir traiter d'une question, il ne suffit pas, et c'est pour ça que je vous le disais, il ne faut pas partir dans des théories politiques. Lorsque l'on parle de la politique, il faut déjà être sérieux. Il faut arrêter de faire des incantations et de partir dans tous les sens. Pour avoir un avis sur un sujet, il faut le connaître et le maîtriser. Quand vous parlez éventuellement d'une nationalisation d'une société, ça veut dire que vous savez comment cette société fonctionne, vous avez ses bilans, vous savez ce qui lui manque, vous savez ce qu'elle a pu générer, ce qui aurait pu être mieux fait si elle avait été nationalisée. Il ne suffit pas d'avoir un principe de nationalisation dans sa tête et de dire « Ah oui, bah tiens, et puis nationalisé par qui d'ailleurs ?» Qu'est-ce que ça veut dire être socialiste? Être socialiste, oui, être socialiste, c'est croire profondément dans les politiques publiques, croire profondément dans les services publics, dans les services publics, tout à fait. Davantage que dans le privé. Davantage, c'est-à-dire le privé, c'est pas le public. L'action publique, c'est pas l'action privée. Donc le rôle aujourd'hui du public, c'est de construire et de bâtir dans la cité des services qui sont notamment financés par la solidarité et que l'on tire de l'impôt. Attendez, en France, les Français tirent leur richesse de leur production. Oui. Ils tirent leurs services de la production. Les fonctionnaires sont payés par les impôts des Français qui produisent. Oui. Bon. Donc, ce que je vous demande, c'est que... Voilà, comme tout service public au demeurant, c'est pas les Français. Tous les services publics, quels qu'ils soient et quel que soit le pays, sont payés par la solidarité et par l'impôt ou la taxe, enfin vous l'appelez comme vous voulez. Donc ça veut dire qu'en face d'une activité privée, vous avez une activité publique. Le public, c'est le public, le privé, c'est le privé. La commercialisation et le secteur marchand, ce n'est pas le secteur public. Voilà. Oui, mais vous nous parlez des services. Oui. Nous souhaitons le développement de ce pays. Tout à fait. Donc la production, qu'est-ce qu'il peut produire et comment vous allez organiser la production dans ce pays? D'accord. Alors si vous me dites service public... Non, pas du tout. Vous m'avez demandé ce qui est dans le public. Bon, alors si on parle économie, on parle économie. Maintenant, si vous me dites en effet, je suis pour l'entrepreneuriat et je suis aujourd'hui, par exemple, alors on peut parler de différents secteurs, mais sur le secteur agricole, moi je me pose réellement la question, d'arriver à une agriculture qui soit plus vivrière et donc qui nous permette de nous nourrir sans avoir à autant importer de produits de l'agriculture, et peut-être même dans ces cas-là, si on pense à la commercialisation et à la vente et à l'export, peut-être devrions-nous nous tourner vers une agriculture plus diversifiée. Et puis j'ai envie de vous dire qu'on a quand même une question de pollution des sols, donc peut-être devons-nous nous tourner aussi sur la recherche aujourd'hui, exiger que les fonds d'ailleurs dédiés à la recherche en matière de dépollution des sols soient réellement mis à profit de cette dépollution des sols due au chlordécone. Il y a plein de sujets, il y a le numérique, parce qu'il ne faut quand même pas oublier, nous ne sommes pas un continent, nous sommes une petite île, nous ne pouvons pas l'agrandir. Pour autant, nous avons notamment des technologies qui arrivent, le numérique par exemple, qui nous permettent de faire valoir un certain nombre de compétences, qui nous permettent de développer peut-être des métiers qui tournent autour du service grâce au numérique. Donc il y a en effet des champs d'intervention sur lesquels économiquement nous pouvons agir, ou en matière d'agriculture ou de culture, sur lesquels nous pouvons agir, bien sûr. Toujours concernant l'économie. Vous savez aujourd'hui que l'Union européenne adopte une politique purement axée sur le libre-échange.
et non seulement dans l'Union européenne, mais de plus en plus même avec d'autres régions du monde, notamment par le biais du traité de libre-échange avec le Canada. Avec le Canada, exactement. Vous savez que l'économie martiniquaise repose en grande partie sur, d'une part, les transferts sociaux, mais aussi sur le fait que nous bénéficions un des derniers régimes protectionnistes dans l'Union européenne. C'est une exception qui est souvent discutée, qui est souvent remise en question de plus en plus. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction de ce point de vue à vouloir à tout prix être pro-européen? Je sais que le Parti socialiste s'est toujours prononcé pour davantage d'Europe. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction avec le fait que ça représente une réelle menace pour notre économie, pour notre agriculture, pour notre équilibre? Tout à fait, et c'est bien pour ça que la plupart des socialistes et du groupe socialiste au Parlement européen ont voté, par exemple, contre le TAFTA. Parce que la réalité, en effet, c'est que ce type d'accord de libre-échange met en réelle difficulté l'économie du pays, alors l'agriculture, mais j'ai envie de vous dire que nous sommes en plus, nous, des Américains. Ce qui veut dire que demain, puisque nous nous situons dans cette zone, demain, si le Canada veut inonder nos supermarchés de produits dont on ne connaît pas les modalités de fabrication et autres, ils en auront la liberté la plus totale. C'est bien pour ça d'ailleurs que, grâce au député européen Louis-Joseph Manscourt et aux députés socialistes qui font partie de son groupe, nous développons, j'en ai déjà profité pour discuter avec eux et discuter de la situation de la Martinique au regard de cela, parce que je crois que nous ne serons pas épargnés par ce fameux traité TAFTA qui permettra une intrusion beaucoup plus grande de produits américains. Parce qu'on dit Canada, mais c'est pas compliqué. La plupart des entreprises américaines ont leur pendant au Canada, ce qui veut dire que finalement... Elles-mêmes ont leur pendant en Amérique latine, en Amérique centrale. Exactement. Bon. Donc bien sûr que c'est une problématique. Et quand on dit, en tant que socialiste, plus d'Europe, c'est pas plus de cette Europe-là. Oui, mais justement, vous avez par exemple quelqu'un comme M. Mélenchon, qui à la base a été quelqu'un qui a toujours eu un discours très pro-européen. Et c'est récemment qu'il a commencé à avoir des nuances par rapport à ça, parce que si vous voulez, lui aussi, il est pour plus d'Europe. Lui aussi, il n'est pas pour cette Europe-là, mais il s'est dit, comme on n'arrive pas à la modifier finalement, comme ça reste une Europe libre-échangiste, il vaut mieux s'en protéger que d'avoir ce discours purement pro-européen. Vous, aujourd'hui, est-ce que votre discours consiste à dire on ne veut pas de cette Europe-là, mais entre le risque que ça représente pour nous et l'Europe, on préfère choisir l'Europe? Est-ce que c'est ça votre discours aujourd'hui? J'ai pas... non, je crois pas. Je pense qu'un, il ne faut pas être aussi alarmiste. Deux, il faut arriver à se faire confiance. Tout à l'heure, vous avez parlé d'alliance des gauches. Peut-être justement que si nous avancions moins divisés sur certaines questions, nous pourrions influer davantage, avoir des groupes plus puissants au niveau européen, tout simplement. Je crois qu'il faut regarder la motivation de ces objectifs. Il y a un appareil qui est l'appareil européen, qui est une supra-échelle qui, comme une communauté d'agglomération, permet de mettre en commun des choses pour pouvoir construire davantage, pour pouvoir répartir en tout cas le développement de façon plus homogène sur le territoire européen. Je crois qu'il faut garder cette vision d'une solidarité sur un territoire parce que face à nous, nous avons en effet, par exemple, un mastodonte aujourd'hui que constituent les États-Unis et qui compte être impitoyable à l'endroit des pays européens. Et quels qu'ils soient, ou en tout cas des pays qui sont dans la zone européenne et occidentale, et ce, quels qu'ils soient dans l'Europe ou à l'extérieur de l'Europe. Il n'y aura pas de cadeau. Donc je crois qu'on est quand même toujours plus fort ensemble que seul. Pourtant, le ensemble doit se construire dans des modalités qui nous conviennent. Alors on peut dire qu'on est pour l'Europe, mais on peut considérer quand même que cette Europe-là, en tout cas vers laquelle M. Macron en a fait la douloureuse expérience des groupes de gauche lorsqu'il est passé, cette Europe-là ne nous intéresse pas. Laissez-moi vous demander, est-ce que vous êtes d'accord pour l'octroi de la mer ou pas? C'est un financement qui permet aujourd'hui, qui a permis aux communes de se développer, aux communes de mettre en place des politiques publiques. Est-ce que les communes françaises ont besoin de l'octroi de la mer? Non.
Elles se développent quand même, les communes. Mais de elles France. n'ont pas les mêmes prix d'approche aussi. Lorsque vous avez un bâtiment à construire en Martinique, ça ne coûte pas le même prix que lorsque vous avez à le construire en France hexagonale. Pourquoi vous dites ça? Je veux dire que l'octroi de mer, vous l'avez dit, Oui. va abonder quelque part les finances des communes. Oui, C'est ça. Oui. C'est pour ça qu'elle est très défendue. oui. Mais dans le même temps, elle est un facteur extraordinaire de renchérissement du coût de la vie, dont les gens qui touchent 40% se fichent complètement parce qu'ils peuvent acheter. Ça, c'est vous qui dites ça. Bien sûr. D'accord. Parce que quand on a 40%, on achète mieux que quand on n'a pas 40%. C'est pas moi qui dis ça. Mais parce que, c'est est-ce que une vous. évidence. Non, c'est pas. Quand on a 40%, il faut donner un salaire. Quand on a 1400 euros, on a 1400 euros. Et il y a des personnes qui ont 40% et qui sont à 1200, 1300 euros. Vous avez des personnes qui gagnent moins de 1000 euros, qui sont dans la fonction publique et qui ont les 40%. Non, c'est- Donc il faut c'est- parler c'est qu'ils de travaillent pas à niveau. plein temps. Mais non, mais Ils travaillent pas à plein il temps. faut parler de Je vous- niveau de salaire. Non. Et aujourd'hui, que l'on dise qu'il y ait des 40%, je l'entends. Comment d'ailleurs, je l'entends? Mais je l'entends. Je l'entends très bien. Vous ne pouvez pas ne pas l'entendre. Tout à Parce fait, mais que je ne c'est- l'entends pas parce que- comme vous le dites. C'est-à-dire Bah, que vous, mais vous je- parlez de 40%, moi je vous parle de niveau de salaire. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est de savoir si le niveau de salaire a compétences, expérience, expertise équivalente dans une entreprise privée est en effet moins élevé que dans le public. Et ça ne se vérifie pas. Et si vous l'avez vérifié, merci de m'en donner les documents, parce que moi, je ne l'ai pas vérifié. Et je connais des cadres qui gagnent beaucoup plus que moi dans le privé et qui n'ont ni mon expérience, ni mon niveau de diplôme, ni mon niveau de responsabilité. D'accord. Moi, je vous parle de 90% du tissu économique de la Martinique. Il est fait de petites entreprises Oui. qui ne peuvent pas payer ce que payent les administrations à niveau égal, à expérience égale. Si vous dites le contraire, c'est que vous connaissez mal la Martinique. Non, je crois Moi, pas. je suis dans le privé Oui. et je vous dis qu'il nous est très difficile de suivre les salaires dans le secteur public. D'ailleurs, il y a un homme qui s'appelle Max Élysée, qui était un homme remarquable. C'était son gros combat de dire que toutes les compétences martiniquaises fuient vers la fonction publique parce qu'elle est beaucoup mieux payée. Mais revenons à l'octroi de mer. Ça fait que les choses sont plus chères en Martinique, que vous le vouliez ou non. Et donc, on peut faire la protection d'un territoire. Quand à l'intérieur de ce territoire, on essaie de développer une production qu'il faut protéger, à ce moment-là, le protectionnisme s'explique. Mais aujourd'hui, en Martinique, quelles sont les productions martiniquaises que protège l'octroi de mer? Il y en a très peu ou pratiquement aucune. C'est-à-dire l'octroi de mer est aussi versé par certaines productions locales. Et donc, votre combat, ce n'est pas de défendre l'octroi de mer, c'est de faire en sorte qu'on vous donne l'argent de la même façon qu'on le donne aux communes de France. Pourquoi est-ce que nous, il faut, pour qu'on aide nos communes, qu'on fasse payer plus cher les Martiniquais du fait de l'octroi de mer? Il y a là une injustice fondamentale que jamais un homme politique ici, jamais n'a mis en avant, quoi. Oh. Je suis un petit peu surpris de ça. J'entends. Bon, si vous entendez. Si vous entendez. Oui, j'entends. Allez, je prends note. Non, mais Les doléances de M. Larouché. Oui, les Ce sont doléances pas de les- M. Larouché. c'est pas les Personne n'en a doléances. tenu compte. Nous allons donc mener une réflexion dessus. Mais bien sûr qu'il Non, faut mener promis. une réflexion dessus, Oui, c'est oui, oui. fondamental. Non, non, Il n'y a, vous- aucune raison. Quel est votre sentiment par rapport à la Caraïbe? C'est-à-dire Nos voisins, est-ce qu'il faut qu'on s'introduise dans la Caraïbe? Tout à fait, il faut qu'on arrive à vivre dans notre espace naturel, avec notre espace naturel. Je l'ai dit, nous sommes finalement, au-delà d'être caribéens, nous sommes des Américains, nous sommes dans cette zone des Amériques. Ouais. Et pourquoi faire? Est-ce que c'est- Vous attendiez pas à cette réponse. Attendez. Est-ce que vous trouvez un homme politique ou une femme politique dans ce pays, de droite ou de gauche, qui ne dit pas ce que vous venez de dire? Ah bon? Mais tous. Je veux dire, mon d'accord. plaisir, il est pour la Sainte-Lucie, pour machin. Comment il s'appelle? Marie-Jeanne, il est pour la Dominique, il est pour la machin. Les chimies, c'est encore pire. En fait, tout le monde est pour ça. Et Ah vous bon? aussi. Enfin, D'accord. encore pire, je veux dire. Tout le monde est pour la Caraïbe. Alors moi, je vous pose la question, où est le gagnant-gagnant là-dedans? Ah ben, c'est à nous de construire. Je crois que la difficulté qu'on a eue et que on distille un peu trop régulièrement dans la tête des Martiniquais et probablement des Antillais, Guadeloupe, Martinique, Guyane, c'est que nous sommes des privilégiés. Voilà. C'est vrai ou faux?
d'une certaine mesure, je pense que d'une certaine mesure, bien sûr, parce qu'il y a des réalités économiques de certaines petites îles qui sont assez difficiles, c'est très clair. Et c'est l'insularité qui peut en être une partie de la cause, très clairement, et la petitesse des territoires. Je crois qu'on a eu, par contre, cette habitude de penser à la coopération comme n'étant que, d'ailleurs, qui ne s'appelle vraiment pas de la coopération, qui s'appelle souvent de l'humanitaire. On appelle souvent coopération humanitaire. Coopération, c'est vraiment un rapport, on va dire presque de donnant-donnant, avec un échange. Et souvent, nous avons eu cette rassurante, je vais dire, implication qui était finalement de faire non pas de la coopération, mais de l'humanitaire. Bon, alors qu'au final, alors ça sort aujourd'hui, hein, puisque il vient de sortir un article, me semble-t-il, sur notre quotidien local, la Dominique devient un Eldorado, entre guillemets, pour les entrepreneurs martiniquais. Mais enfin, il me semble que de toute façon, toute la Caraïbe aurait dû être, en tout cas, un terrain, aurait dû devenir depuis très longtemps un terrain de développement le plus logique, on va dire, pour des entreprises qui sont en mesure de se développer. Et ça n'est pas le cas, mais pour déjà une raison, c'est que nos enfants qui deviennent des adultes, très tôt, n'ont pas fait l'apprentissage des langues de l'environnement dans lequel ils évoluent. Et le fait, par exemple, pour des jeunes, les jeunes vont partir faire des stages plus facilement sur la France que sur Trinidad ou Barbade ou Sainte-Lucie, parce qu'il y a une barrière de la langue. Et parce que c'est finalement plus facile d'aller les faire ailleurs. Alors que naturellement, peut-être qu'un jeune ingénieur, alors qu'il y a Trinidad ou d'autres pays où on a de la recherche, où un jeune médecin pourrait peut-être partir davantage à Cuba, faire un stage, ou un jeune qui veut en tout cas prétendre à des études de médecine. Donc il y a tous ces aspects-là. En tout cas, cet aspect premier de la langue, qui me semble-t-il, est une difficulté qui n'aurait pas dû en être une. Et ça, par exemple, vous parlez de politique publique, il me semble que si le système d'éducation et les programmes français ne le prévoient pas, pourquoi ne pas le prévoir nous ? Cet apprentissage des jeunes aux langues, à l'espagnol notamment, et à l'anglais, et au portugais. Non, juste Quoi, tout le monde dit ça? Non, mais bien entendu que tout le monde Ah bon, dit tout le monde dit ça. Bien entendu. C'est bizarre, j'ai pas trop entendu. Mais Hein, mais bon. Le recteur est venu là l'autre fois, son gros projet, c'est le fait que tout le monde voilà. parle anglais. Vous l'aviez entendu, non? Non, je l'ai pas entendu. Mais il aurait dû dire espagnol. Bon. En tout cas, d'aller à Cuba faire des études de médecine, vous seriez d'accord avec ça? Oui, je crois que... En tout cas, sur certains domaines, Cuba a montré une expertise assez forte. Ce serait intéressant. Hein. Je pense que ça serait intéressant, en tout cas, qu'on s'y penche. Alors, je crois que la ville du Lamentin, me semble-t-il, avait fait déjà des accords, notamment pour que des professeurs puissent venir exercer en Martinique, qu'il y avait d'ores et déjà des applications de cette nature. Donc, il faut en effet les plébisciter, bien sûr. Ouais, même si tout le monde n'est pas d'accord. Hein, il y a des personnes qui ne sont pas du tout d'accord avec l'expertise cubaine sur certains domaines. C'est pour ça que je dis qu'il y a certains domaines sur lesquels de notoriété internationale et le monde de la médecine précise que les Cubains se sont intéressés notamment à des maladies auto-immunes, et on sait par exemple les impétigos de la peau sur lesquels ne se sont pas penchés ni les laboratoires ni la recherche occidentale, on va dire ça, et sur ce point-là il peut y avoir un intérêt en effet à aller vers ceux qui savent mieux faire, sans voir Cuba comme le culte de quelque chose. Mais s'il y a des domaines dans lesquels il y a une expertise, pourquoi pas? Et puis Cuba présente un avantage extraordinaire quand même d'envoyer des étudiants là-bas, c'est qu'on est sûr qu'ils ne resteront pas là-bas, ils vont revenir. On est sûr, vous êtes d'accord?
Je ne sais pas. Non, moi, je vous dis qu'on est sûr. Moi, je vous assure par qu'on est rapport sûr. au niveau de... Voilà. Oui, par rapport peut-être, à ce que le Martiniquais n'acceptera pas d'aller toucher 30 € par mois en étant médecin à Cuba. D'accord, donc il va revenir. Et donc c'est le problème du pouvoir d'achat de ces gens-là. Comment pouvez-vous vouloir vous introduire des pays, même si vous parlez tout le meilleur anglais, tout le meilleur espagnol du monde, s'ils n'ont pas le pouvoir d'achat nécessaire pour vous payer vos services, pour vous payer ce que vous leur vendez? Comment vous pouvez collaborer avec eux? Non, là, je parlais de la coopération, elle n'est pas obligatoirement mercantile. Là, quand on parle... Quand vous allez construire un hôpital quelque part, il faut bien que vous soyez payé. Quand vous allez construire une route, c'est ça la coopération. Quand vous allez payer... Ah non, c'est pas ça. C'est bien ce que je vous dis. Vous appelez ça coopération, moi j'appelle humanitaire. Voilà. Donc à partir, soit vous aidez, quand vous allez aider un pays dont le pouvoir d'achat... Donc votre projet pour la Martinique, c'est d'aller aider la Caraïbe? Non, je n'ai pas dit ça. Je vous ai dit que ce que beaucoup appellent depuis longtemps coopération n'est en fait qu'humanitaire. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas aller sur des pays prétendre faire de la coopération, donc attendre un retour, en disant on va aller construire, on va aider. Si on va aider, ça s'appelle de l'aide, ça s'appelle de l'humanitaire. Par contre, si on parle de projet pour la Caraïbe, ou bien est-ce que vous... Non, c'est pas notre projet pour la Caraïbe, c'est vous qui en faites votre projet. Votre projet, c'est quoi pour la Caraïbe? C'est votre projet, je sais pas. Vous vendez votre projet, mais moi, c'est pas mon projet. Non, moi je dis, mais il y a des économistes classiques qui ont appelé ça alors je vais citer Ricardo, des avantages comparatifs, ce que l'on appelle des avantages comparatifs. Il faut pouvoir, dans un domaine de coopération, si en effet nous allons éventuellement former ou demander la formation de médecins, donc un pays vous apporte son expertise et son savoir sur un domaine, vous allez le payer. Est-ce que vous allez le payer au regard de votre capacité de paiement? Et probablement beaucoup plus que ce que la personne elle-même peut produire financièrement. C'est-à-dire que si vous demandez par exemple un semestre d'inscription dans une université cubaine alors que vous savez qu'un professeur est payé 40 €, vous payez pour un semestre 3 000 € ou 4 000 €, j'en sais rien. Vous voyez bien que là on est dans un rapport de coopération parce qu'il y a un savoir qui est donné et en échange, si on a une capacité de paiement qui est supérieure, on va la mettre. Ça, c'est de la coopération. D'accord. Ça va créer une bulle spéculative. Pourquoi? Non. Parce que vous dites à quelqu'un qui gagne 40 €, on lui donne 3 000 € comme ça. Non, mais on ne donne pas à des gens, on ne donne pas à des gens. Vous savez très bien, vous savez très bien à qui appartiennent les services publics. Oui, voilà. Donc, voilà. Donc ça, c'est de la coopération. Aller donner 10 000 bouteilles d'eau, c'est de l'humanitaire. Oui. C'est pas de la coopération. D'accord. Oui. Nous sommes entourés de territoires qui ont un niveau de vie qui est inférieur au nôtre. Et donc souvent, ces gens ont envie de venir profiter des richesses qu'il y a dans notre pays. Et on le voit, il y a certains territoires où ça commence à poser des problèmes considérables. Il y a eu la Guyane, où il y a eu beaucoup de gens qui ont dénoncé la délinquance, notamment souvent de Brésiliens ou de Surinamiens qui venaient, qui faisaient des braquages, qui repartaient. Enfin, voilà. Et là, c'est clairement les Comores qui attirent l'attention de tout le monde, parce qu'ils sont littéralement envahis par des gens qui détournent complètement... Mayotte. Oui, Mayotte. Par des gens qui viennent des Comores. Ils sont littéralement envahis par des gens qui détournent un peu, si vous voulez, qui profitent des failles du système français pour clairement arriver dans le pays et puis mettre la loi de leur côté, mais au détriment total de la population locale. Alors ma question est la suivante, est-il nécessaire d'être un raciste d'extrême droite pour dire qu'il y a un problème avec l'immigration et pour essayer d'y apporter des solutions un peu plus restrictives? Est-ce que vous posez la question pour la Martinique aussi? Parce que je vous connais, vous êtes un peu tortueux. Vous êtes allé à Mayotte, mais vous pensez à la Martinique aussi ou pas? Moi, je pense de manière générale. Il ne s'agit pas d'attendre que le problème arrive quelque part pour commencer à le régler. On a vu les résultats que ça donne. Est-ce que vous pensez que c'est forcément être quelqu'un d'extrême, de le péniste, tout ça, que de dire il y a un problème et il faut essayer d'évoluer un petit peu sur ce point-là? Excusez-moi, est-ce que je peux vous poser une question? C'est juste le prolongement de ça. Est-ce que la socialiste que vous êtes, et la première secrétaire fédérale de la FSM, pourrait dire il y a trop de statuts en Martinique, il y a trop de Haïtiens, ou il y a trop de Français, il y a trop de gens qui ne sont pas martiniquais en Martinique? Jamais. J'ai envie de vous dire,
la loi aujourd'hui est assez restrictive. Alors, elle est plus ou moins facilement applicable. On va reprocher à une mère qui espère un avenir meilleur pour son enfant, de venir dans un territoire dont elle sait que les soins sont de meilleure qualité, qu'elle pourra être suivie, que son enfant pourra être suivi par un médecin. Non, oui, il faut être de l'extrême droite pour le penser. Il faut être de l'extrême droite pour penser que la valeur humaine peut se répartir comme ça. La terre. J'avoue que ça me glace le sang lorsque j'y pense. Je ne pourrais jamais dire il y a trop de monde. Voilà, à nous de construire la société dans laquelle et les limites, on va dire, d'organisation et les méthodologies qui vont pour accueillir convenablement les personnes. Et puis j'ai aussi envie de vous dire que lorsque je regarde la réalité de ce qui se passe notamment sur le territoire continental français, mais j'ai honte de certaines personnes. Alors, vous imaginez, regardez ce qui se passe. Une vague arrive. On a vu ce qui s'est passé, ne serait-ce qu'au François. Mais les gens s'en vont, ils fuient. Comment peut-on imaginer que, naturellement, notre instinct de survie ne puisse pas fuir une misère, ne puisse pas fuir des guerres? Et on s'étonne, ah oui, les gens, alors on voit à la télé, donc il y a des gens qui vivent mal, qui meurent de faim, meurent de soif, se prennent des bombes sur la tête. Et puis on se dit, ah mais c'est bizarre, pourquoi ils fuient, pourquoi ils viennent chez nous, pourquoi ils restent pas chez eux? Mais enfin, c'est une évidence tellement criante que oui, il faut être de l'extrême droite pour se dire, il faut leur barrer la route. D'accord. Peu importe la capacité. On a plus que la capacité. Déjà, ça tout le monde le sait. On a plus que la capacité d'accueillir des nouvelles personnes et on l'a d'autant plus que l'Allemagne a montré l'exemple et ce n'était pas obligatoirement un exemple altruiste dans l'accueil des migrants. C'était aussi un exemple qui était d'une gestion et de vraies politiques démographiques. L'Allemagne vieillissant, elle sait qu'elle devra aujourd'hui renouveler sa population et elle a permis cet accueil des migrants, mais deux, penser à sa société qui doit pouvoir évoluer et qui évoluera avec ces nouvelles populations. En ce moment, quand même. C'est-à-dire qu'ils ont eu Mais vous avez vu ce qui s'est passé pour Angela Merkel. Elle est obligée de faire alliance avec. C'est-à-dire qu'ils ont eu quelques problèmes de viol assez importants en Angleterre. Mais non. Non, c'est pas moi qui le dis. Ah bon, montrez-moi. Ah bah c'est mais c'est la sphère facho, vous relayez des trucs de la sphère facho, ils ont eu des viols. Mais non, mais c'est indigne. Non. C'est pas la sphère facho, c'est pas mais bien sûr que si, c'est la sphère fasciste, facho, raciste qui fait passer ce genre d'informations. Mais bien sûr, évidemment. Vous avez déjà vécu dans les quartiers populaires? Mais bien sûr, vous savez où je suis née? Dans le 93. D'accord. Je suis une fille de 9-3. Donc quartier populaire, je connais. D'accord. Voilà. Et aujourd'hui, vous n'êtes pas dans un quartier populaire en Martinique? Je habite à Fort-de-France, donc je suis dans une ville populaire. Bien. Vous habitez à juste Fort-de-France, une dernière question sur ce point-là. Parce que vous avez par exemple un pays comme la Chine. Donc, la Chine, ce n'était pas du tout une question d'immigration. Ils avaient une population exponentielle, parce que pendant longtemps, ils avaient une politique d'encouragement de la natalité. Et parce que c'était la mentalité de l'époque, on ne se posait pas du tout la question de savoir qu'il y allait avoir un problème. Je ne sais plus, c'est Mao, je crois, qui disait qu'un homme, c'est un ventre et ses deux bras. Donc sous-entendu, on apporte toujours plus que ce qu'on consomme. Mais au bout d'un moment donné, ils se sont rendus compte que pour élever le niveau général de la population, c'était impossible avec une telle natalité, une telle explosion démographique, c'était juste impossible. Ça se faisait au détriment finalement de la population. Donc même indépendamment de la question de l'immigration, vous avez un moment, techniquement, si vous voulez, si vous avez une croissance, je dirais, totalement incontrôlable de la population pour un territoire donné, des ressources limitées, il y a forcément un problème mathématique, je veux dire. C'est pas une question d'idéologie, de dire on veut pas les autres, même avec sa propre population.
Si à un moment donné, il y a alors je ne dis pas qu'il faut tuer les gens, qu'il faut les jeter à la mer, je dis qu'il y a quand même un vrai problème, on ne peut pas se voiler la face sous prétexte que ça apporterait des questions difficiles que de s'interroger là-dessus. Non, mais c'est votre avis. La réalité, c'est que le territoire, notamment, alors si on parle de la Martinique, je dirais évidemment, on est sur une île. Si on a 90 000, 100 000 personnes qui arrivent d'un coup, évidemment qu'on va se poser la question. Un, parce qu'on a un foncier limité. Deux, parce qu'autour de nous, c'est la mer. La question ne se pose pas en France hexagonale. Et c'est ce que je vous dis. Le fait qu'on ait des lieux fortement urbanisés emmène au fait aussi qu'il y ait des lieux fortement ruraux et qui sont désertés et aujourd'hui pour lesquels on se pose de réelles questions quant à l'aménagement, quant à la survie de ces territoires. Et la réalité, c'est que ces territoires sont en mesure, en tout cas d'emmener, d'accueillir des nouvelles personnes. Mais tout le monde ne peut pas vivre à Paris, comme tout le monde ne va pas vivre à Lyon. Les nouveaux arrivants n'ont pas vocation, obligatoirement, à rester dans les villes. Or, le seul effort qui est demandé, c'est celui des grandes villes. Et on sait ce que ça crée. Et on sait que ça crée une misère particulièrement visible parce que c'est sous les ponts, parce que c'est dans le métro, donc ça dérange. Mais au final, la misère souvent dérange les gens. Tant qu'elle est cachée, ça arrange tout le monde, mais quand on la voit, c'est problématique. Mais en toute sincérité, je ne pense pas aujourd'hui que l'Europe ait à se poser la question, de cet accueil des migrants en situation pour beaucoup de grandes souffrances physiques, morales, et deux, je ne pense pas que l'on puisse tenir ce type de propos aujourd'hui en Europe si en effet on n'a pas une fibre fondamentalement de droite, enfin d'extrême droite. Oui. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux les aider à développer leur pays? Ah bon? Parce que vous pensez, qu'est-ce que vous pensez fondamentalement? D'où ils viennent la plupart de ces gens? Comment ça? Ils viennent du Moyen-Orient, ils viennent d'Afrique. D'accord. C'est les deux principaux endroits d'où ils viennent. Je pense qu'on peut en débattre. C'est vrai qu'il y a des émigrés qui ne viennent pas de pays spécialement en difficulté. Mais bon, ça c'est le problème. Comme qui? Il y a des Ivoiriens qui arrivent, il y a des Sénégalais, il y en a. C'est pas seulement des Maghrébins aussi, c'est pas des pays qui sont en détresse. L'Algérie n'est pas. Ils ne sont pas en situation de guerre, mais ils sont en situation de difficulté, oui, de développement. Non, mais qu'il y ait des difficultés, tous les pays passent par des difficultés. Il y a difficultés, mais enfin, on va pas faire de la. On se reverra pour une discussion sur avec plaisir. La politique internationale. Je voudrais simplement vous demander, pour repeupler la Martinique qui se dépeuple, on le voit bien, de plus en plus, on a moins de Martiniquais. Vous êtes partisan de l'immigration ou de développer une politique de la natalité, de faire en sorte que les femmes martiniquaises puissent, avec le moins de difficultés possible, avoir des enfants si elles en ont envie? Oui, je suis pour le développement, personnellement, d'une vraie politique de natalité, bien sûr. D'accord, ça vous paraît plus... Oui, ça me paraît être digne comme vision. Voilà, oui. D'accord. Est-ce que vous êtes partisan de la construction de nouvelles prisons en Martinique? Excusez-moi, mais ce sont des questions que les gens se posent. Écoutez, j'ai rencontré par hasard d'ailleurs hier un responsable syndical des surveillants pénitentiaires avec qui j'ai pris l'engagement d'un rendez-vous la semaine prochaine pour comprendre un peu la situation. Je crois que la question de la justice et du traitement finalement des peines est à poser. Est-ce que aujourd'hui la politique pénale est adaptée? Est-ce que on doit mettre tout le monde et dans toutes les circonstances? Est-ce que par exemple un père qui n'a pas payé sa pension alimentaire doit en effet se retrouver avec un pédophile condamné à 10 ans de prison? Bon, pour moi, la question se pose du système chez nous. En tout cas, lorsque l'on a décidé de maintenir le prisonnier chez nous, la question se pose peut-être de la méthode. Je ne m'y connais pas assez pour développer, personnellement en tout cas, je ne m'y connais pas assez pour avoir... Concernant l'empoisonnement de notaires par le chlordécone, ou la chlordécone, peu importe, est-ce que vous êtes partisan de faire payer d'une façon ou d'une autre ceux qui ont importé ce produit en sachant qu'il était nocif? Moi, oui. Parce qu'il y a un principe fondamental du pollueur-payeur. Voilà.
Donc, a priori, et si les règles s'imposaient, notamment en Europe, parce qu'on parle du chlordécone en Martinique, on parle du glyphosate, du Roundup et d'autres produits phytosanitaires, à partir du moment où nous savons, où des gens savent qu'un produit est hautement toxique, et c'est ce que je vous disais, est-ce que produire 100 000 tonnes de bananes est plus important que de polluer pour 20 ans des terres et d'en tuer la population ? À partir du moment où vous faites le choix tout seul, ou que vous plébiscitez ce choix, je pense qu'à un moment, vous devez en répondre. On ne doit pas perdre du temps là-dessus, mais il faut mener des actions qui soient parallèles, parce que c'est important. Hein. Politiquement, il s'agit d'un... On n'a pas le droit de tricher sur ça. On n'a pas le droit de tricher avec la vie des gens, et ça me semble quand même indispensable aujourd'hui qu'on mette en effet, parce que les gens en ont besoin, qu'on mette en effet des solutions en face quand même du traitement de l'histoire. Et l'histoire veut qu'il y ait quand même des personnes qui aient décidé envers et contre tout, alors qu'un produit est interdit, et Dieu seul sait que les États-Unis ont du mal à interdire des produits phytosanitaires. Alors si celui-là est interdit, c'est qu'ils ont vu sa forte toxicité, et nous, petits Martiniquais sur notre petit territoire, nous décidons qu'il faut continuer, et nous sollicitons de l'État en plus qui nous donne la possibilité de faire perdurer encore 3 ans après la fin de l'interdiction en France, pendant 3 ans, l'épandage de ce produit. Je pense qu'il faut quand même à un moment répondre. Vous savez que l'esclavage est un crime contre l'humanité. Est-ce qu'il est nécessaire d'obtenir réparation de ce crime-là ? Oui, je crois que alors j'ai pas... Je me pose encore la question parce que sur certains aspects, puisqu'il y a la réparation qui peut être la réparation morale, et puis il y a la réparation financière. Je parle de financière. Bon, elle pose question. Comment ? Elle pose question parce qu'elle pose la question de son évaluation. Vous n'êtes pas partisan. Uniquement le problème de l'évaluation. C'est-à-dire que vous, socialistes, là, vous pourriez voir le gouvernement français et lui dire, bon, ben maintenant vous me devez 3 milliards. Oui, mais le gouvernement français a bien donné un prix à la liberté d'Haïti, donc on peut éventuellement... vous êtes d'accord pour ça ? Le faire aujourd'hui, là... c'est Haïti qui a payé. C'est ce que je vous dis, à fixer le prix de la liberté d'un territoire. Donc à partir du moment où on fixe la liberté d'un territoire, c'est que l'on peut fixer le prix de l'asservissement. Donc aujourd'hui... D'accord, donc vous voulez un paiement... D'accord, Donc vous soyez d'accord pour que la Martinique puisse bénéficier de ça. Donc vous êtes partisan de la réparation. Oui, je suis partisane. C'est dire ça, il me semble. Oui. Vous n'aimez pas trop, hein, j'aime pas trop. D'accord, j'ai vu ça. J'ai dit, vous avez du mal à féminiser le terme, mais bon. Oui, c'est très réactionnaire par ici. Très classique. J'en fais pas, par contre, un préalable à une vision d'émancipation. Très bien. Est-ce que vous avez parlé de recherche pour le chlordécone ? La recherche, c'est quelque chose de périlleux, parce qu'on peut trouver ou ne pas trouver. La recherche, c'est quelque chose qui peut être long ou pas long. Est-ce que vous pensez qu'on peut planter les terres chlordéconées de panneaux photovoltaïques ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, il me semble qu'en plus, les panneaux, ça répond... Non, on peut le faire, mais est-ce que vous seriez partisane qu'on le fasse ? Je veux qu'on oublie de dire partisan, là. Vous êtes partisan de quelque chose. Non, vous êtes une partisane. Est-ce que vous êtes partisan qu'on le fasse ? C'est ça le français. D'accord. Je suis surtout pour on dépollue. Oui, mais ça peut être très long en attendant. Ben non, et vraisemblablement la recherche a quand même très bien avancé dessus, et il y a plusieurs, semblerait en tout cas, faut vérifier, mais je crois que c'est les conclusions de ce fameux plan chlordécone 2 à l'orée du 3, c'était que la recherche avait avancé, et que notamment par des produits naturels que sont des huiles essentielles, on avait réussi à
emprisonner la molécule de chlordécone et donc à dépolluer des terres, mais qu'il fallait confirmer. Vous savez, hein, le système scientifique est particulier. Il faut confirmer, reconfirmer. Enfin, il faut plusieurs validations. Il faut confirmer les effets pour arriver à un constat et à une réalité scientifique, ou en tout cas un constat scientifique. Bon. Pour ce qui est du solaire, je pense surtout qu'on doit se pencher sur, et là vous dites des panneaux solaires, mais je crois qu'en fait, par exemple, sur l'habitat aujourd'hui en Martinique, toute nouvelle construction, on aurait dû pouvoir imposer que toute nouvelle construction soit construite avec des panneaux solaires, avec des, non pas par un choix, mais que ça soit une obligation, qu'on ait tous des panneaux solaires, qu'on ait tous un chauffe-eau solaire, qu'on utilise tous en tout cas des énergies renouvelables à un certain pourcentage de la constitution de notre habitation. Ça, on a la possibilité, on a une habilitation en matière d'énergie pour ça. Et je pense qu'il faut, de ce côté-là, forcer la main pour que nous soyons aussi producteurs de notre propre énergie. Forcer, vous avez bien dit forcer la main. Oui, il faut forcer. On n'incite pas, mais on oui, force la main. mais parce que vous avez justement un certain classicisme. Non, je vous embête. Mais c'est vrai, mine de rien, vous avez cet esprit où on dit oui, mais il faut laisser le choix aux gens. Mais peut-être que des fois, il ne faut pas leur laisser le choix. Est-ce que c'est plus important, et encore une fois, je mets la santé au cœur de nos préoccupations, est-ce que c'est plus important d'avoir une centrale dont on sait qu'elle est à l'énergie fossile, ou est-ce qu'il est plus important de penser à un développement durable qui protège nos populations, qui protège les générations et qui leur donne des habitudes de consommation? Les pays, notamment du Nord, que sont la Norvège, la Suède, on finit par imposer en verbalisant, c'est-à-dire en pouvant mettre des amendes aux populations qui faisaient mal le tri. Pareil, ici on a une usine par exemple qui veut traiter les bouteilles en plastique. Le monsieur s'est dit, dans la mesure où le propriétaire de cette usine, dans la mesure où il y a en effet une production plastique très forte et que nous ne sommes pas si loin quand même de la Guadeloupe et d'autres pays, mon usine va fonctionner, il est à 2 pas de fermer. Parce qu'on est incapable de dire, écoutez, à partir de maintenant, vu le prix du traitement des ordures, du ramassage et du traitement des ordures ménagères, messieurs, dames, si vous n'arrivez pas à le faire convenablement, vous allez être pénalisés, parce qu'il y a un moment, il faut parler comme ça, on parle de la santé des gens. Donc tant quelque part, on n'atteint pas de façon parfois un peu punitive la conscience des gens, c'est-à-dire que et leur montrer, vous voyez, voilà, grâce à ça, il y a une entreprise qui s'est créée, qui crée 50 emplois et qui nous permet de valoriser les déchets que vous mettez dans vos poubelles. Est-ce que vous auriez la même intransigeance pour les véhicules hors d'usage? Tout à fait, et c'est toujours la même conception du pollueur-payeur. Et je rappelle, non seulement sur les véhicules hors d'usage, mais sur les produits électroménagers, que nous payons une écotaxe, et que l'écotaxe est aussi faite pour parfaire le traitement, pour parfaire la valorisation, et qu'il est très compliqué, vraisemblablement, de récupérer cette écotaxe. En fait, sur les voitures, il semble qu'il n'y ait pas d'écotaxe. Donc, mon problème, c'est de savoir si vous étiez au pouvoir demain, est-ce que ce serait pour vous une priorité que de débarrasser la Martinique de toutes ces carcasses de voitures qui sont un peu partout? Est-ce que ça vous paraît important? Une priorité, peut-être pas ma priorité fondamentale, mais un élément très important, oui. Et j'ai envie de vous dire, alors, c'est très drôle parce que je lisais, il y a quelques jours, lorsque je suis rentrée de Paris, je lisais un panneau à Paris, enlèvement gratuit de VHU. Bon, c'est-à-dire qu'il y a des entreprises, et il y en a également ici, qui ont compris que l'on pouvait valoriser les métaux ferreux. On en a en Martinique. La question après, c'est de la revente et du transport de ces métaux. Mais il y a une recherche de métaux. Donc il faut, chez nous, que nous soutenions aussi les entreprises qui sont là pour valoriser nos déchets. Et en l'occurrence, alors c'est pas ménager, je ne crois pas qu'on appelle une voiture un déchet ménager, mais les déchets de type VHU ferreux, dont on peut tirer un intérêt économique. En matière de tourisme, vous essayeriez d'attirer ici tous les touristes ou seulement un touriste haut de gamme, un tourisme haut de gamme?
Bon, je crois qu'il faut attirer tous les touristes, mais Maurice a fait jadis cette expérience et ce choix, l'île Maurice, d'avoir un tourisme très haut de gamme, donc avait développé un créneau aérien très cher, qui était probablement l'un des plus chers du monde. C'était minimum 350 € pour faire Saint-Denis, de la Réunion, île Maurice. L'objectif étant de trier très clairement les touristes et avec des prix d'hôtellerie presque prohibitifs. Ils en sont revenus. D'accord. Voilà. Vous seriez pour les gîtes plutôt que pour les hôtels 5 étoiles ou pas? Je suis pour tout. Je pense qu'il faut laisser aussi la possibilité du choix aux touristes qui viennent en Martinique. Et l'avantage du gîte, c'est aussi d'offrir cette capacité à ceux qui le souhaitent de vivre avec souvent des personnes du terroir qui connaissent, qui discutent, qui partagent. Je crois que c'est quelque chose de bénéfique. Donc vous êtes né à l'intérieur des terres en France. Vous vivez ici à l'intérieur des terres, à Fort-de-France, mais vous connaissez quand même un petit peu la mer, la pêche et Oui. tout ça. Alors, est-ce que vous seriez partisan d'avoir... Je vais vous dire d'ailleurs, le gros de ma famille est même au Gros Morne. Ah ben c'est Oui. pire que ce que je pensais. Ouais, c'est pire, hein. Voilà. Est-ce que vous êtes partisan Tout s'explique. Hein. Voilà. d'aider la pêche traditionnelle, ou bien de dire, bon, c'est une pêche révolue, c'est une pêche qui est morte, il faut maintenant avoir des plus gros bateaux pour aller plus loin, ou il faut développer l'aquaculture. Quelle serait votre philosophie? L'aquaculture, il faut développer l'aquaculture, ça c'est une certitude. Alors on avait jadis dans le Nord des producteurs aquacoles qui, évidemment, du fait de la pollution, ont dû s'arrêter, mais je crois qu'il y a des vraies questions, et puis il y a des us, en tout cas de consommation, qui nous font croire qu'il y a quand même un terrain favorable de ce côté-là. Et puis, il faut peut-être développer les deux. Développer en effet cette pêche traditionnelle, ce que vous appelez la pêche traditionnelle, parce qu'il y a des marins pêcheurs de toute façon qui n'ont pas envie de sortir de ce type de pêche. C'est la pêche dans laquelle ils fonctionnent bien, où ils peuvent revendre le produit de leur pêche lorsqu'ils sortent, lorsqu'ils rentrent de leur pêche. Et puis il y a probablement par contre une pêche plus importante qui doit être faite avec des matériels du coup qui soient adaptés. Donc je pense qu'il faut avoir la théorie du choix, il faut offrir le choix de pêche peut-être de gros, en tout cas à plus grande échelle, et puis en effet cette pêche traditionnelle qui aujourd'hui en tout cas ne me semble pas problématique. Donc vous avez une théorie du choix à géométrie variable. Pourquoi ? Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça Pourquoi que vous êtes. géométrie variable ? Ben parce que quand il s'agit... Mais tout s'adapte. Mais il faut s'adapter. Parce que- Vous ne pouvez pas d'un côté Bon, dire alors, c'est comme ça et puis de l'autre c'est comme ça. Je pense que, mais déjà il faut aller voir la profession. Si la profession vous dit écoutez, nous on veut plus faire de pêche traditionnelle, ça nous intéresse plus. Autrement dit, vous n'êtes pas pour forcer les gens. Vous dites bon, écoutez, vous n'êtes pas pour, mais enfin elle est morte, elle est finie. Ce genre de pêche-là est dépassé. Est-ce que vous êtes en mesure de dire ça? Est-ce que vous pourriez dire ça à des gens? Il faut en faire le constat. Oui, mais Bon, vous pourriez faire ça. Oui, mais je l'ai déjà fait sur la question du transport. Malheureusement, c'est pas que le métier tel qu'il est fait n'est pas mort. Et pour preuve, aujourd'hui, la même profession qui a à peu près la même histoire, à La Réunion, s'est perpétrée. Parce que il y a et on le voit chez nous, alors vous dites dans les terres, justement, dans les terres et la montagne, vous avez quand même des sites et des lieux à desservir qui ne peuvent pas être faits avec des grands véhicules. Bon, et qui ne méritent pas obligatoirement qu'on mette 30 places, 25 places, et qui, avec des petits 9 places, comme ceux qui sont pour la plupart du temps roulés par les taxicos, feraient beaucoup mieux l'affaire. À La Réunion, ces taxicos-là se sont mis en groupement et ont répondu en tant que sous-traitants à une délégation de service public qui a été remportée par un local, voilà. Mais ils assurent un certain type de service et ont perduré parce qu'ils se sont mis en règle, parce qu'ils répondent aux obligations légales. Donc le métier n'est pas obligatoirement mort. Par contre, la forme qui est maintenue, c'est-à-dire une forme dérogatoire au droit, n'a pas vocation à survivre.
Qu'est-ce que vous avez envie de dire qu'on ne vous a pas donné l'occasion de dire? Je crois qu'on s'est bien exprimé. Je reviendrai. Alors, tout à l'heure, vous nous parliez d'une certaine coercition par rapport à l'environnement pour installer des panneaux photovoltaïques. Est-ce que vous seriez partisane d'une certaine coercition aussi pour un service minimum pour certains corps qui rendent des services publics? Je pense notamment au transport, parce que vous l'avez vu, jusqu'à ce jour, on a eu un très grave problème. C'est-à-dire que vous avez une partie des chauffeurs qui ont décidé, pour des raisons légitimes ou non, c'est pas à moi d'en juger, mais qui ont décidé de complètement bloquer le transport pour des milliers de Martiniquais qui se sont retrouvés dans l'incapacité de se déplacer pendant une durée de quasiment 3 semaines. Et je pense que c'est quand même quelque chose d'assez grave de faire ça, c'est une vraie responsabilité qu'on prend. Est-ce que vous pensez, et vous ne pensez pas qu'il faudrait imposer un service minimum C'est pas que je le pense, c'est que c'est la loi. La loi impose, il y a une loi du dialogue social en matière dans les transports publics qui impose que dans le contrat, d'ailleurs, dans le contrat qui lie Mosaïque à Martinique Transport, il y a une clause qui précise qu'en cas de grève, la société a l'obligation de mettre en place un service minimum. Donc, aujourd'hui, il convient de faire appliquer la loi chez nous. Donc il y a un manque de coercition du coup. Si la loi n'est pas appliquée, c'est qu'il y a un manque de sanction. Non, mais là, c'est même plus de la coercition. Vous pouvez pénaliser, c'est pas là la question. Finalement, je peux vous mettre une pénalité de 50 000 €. Moi, c'est pas là qu'est l'intérêt. L'intérêt, c'est que les Martiniquais puissent continuer à se déplacer. Oui, bien sûr. Ce qui veut dire que l'intérêt, c'est de mettre en place ce service minimum. Donc, c'est pas le prix que je vais vous faire payer en matière de pénalité, c'est la réalité de la mise en œuvre. Et là, on est dans quelque chose de dramatique que de concevoir en termes de responsabilité aujourd'hui par une entreprise qui a une délégation de service public, que de concevoir pouvoir laisser pendant 20 jours toute une population dans la plus grande conurbation de la Martinique sans moyens publics de se déplacer. Donc la CFTU aurait dû recruter des vigiles qui seraient allés de force. Pas du tout. Elle aurait dû passer avec d'autres entrepreneurs des conventions afin de mettre en œuvre ce service public, ou peut-être que Martinique Transport aurait dû le faire, mais je crois qu'il y a eu peut-être une confiance trop forte dans l'exploitant. Mais quoi qu'il en soit, le service public Martinique Transport a également, et c'est peut-être parce qu'on est au début de la mise en place que ça n'a pas été fait, mais j'espère que ce sera fait à l'avenir. Martinique Transport a les moyens, si son exploitant ne met pas en place ce qui est prévu dans son contrat et par la loi, à savoir un service minimum, a les moyens d'aller chercher d'autres entrepreneurs qui font un service minimum, mais qui assurent un minimum de déplacement aux Martiniquais. On ne peut pas être dans de la responsabilité lorsqu'on laisse pendant 20 jours des gens sans moyen de transport. D'accord. Pratiquement, ça donne quoi? Vous avez des cars qui sont bloqués. Bon. Qu'est-ce que le service minimum, ça aurait été quoi? D'aller chercher vous allez chercher d'autres cars. Vous allez chercher d'autres cars, oui. Vous croyez qu'ils existent en Martinique? Mais bien sûr que oui. Il y a de quoi faire. Oui, il y a de quoi faire. D'accord. Bien sûr. C'est mon métier. C'est votre métier. On vous fait confiance alors. Alors votre métier, c'est quoi déjà? J'étais jusqu'au 1er janvier directrice des transports de l'Espace Sud, de la communauté d'agglomération de l'Espace Sud. Alors qu'est-ce que vous avez fait de bon pendant cette époque-là? Un très beau réseau qui s'appelle Sudlib. Donc vous pouvez aller voir sudlib.fr avec 76 lignes urbaines qui traversent Ducos pour aller jusqu'à Sainte-Anne et également aux Salines, 7 jours sur 7. Quelles sont les fréquences de... Ça dépend des lignes. Ça dépend des lignes. Elles se sont adaptées essentiellement à la fréquentation des services, puisqu'il y a quand même une culture, on va dire, du service public assez forte en matière de service public de transport. Le François existait déjà, Rivière Pilote existait déjà, donc on avait quand même des zones que l'on avait déjà construites et mises en œuvre depuis quelques années, qu'on a rassemblées autour d'une seule entreprise privée, à capitaux privés, tenue par 3 Martiniquais. Ça va marcher alors. Oui. Ça va Tenue marcher. par 3 Martiniquais. Voilà. Qu'est-ce que vous faites là exactement aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis à Martinique Transport. Les choses ne sont pas... j'apporte mon expertise à la mission. On n'a pas encore terminé les modalités d'organisation, mais ça va venir. Vous n'avez pas vraiment commencé à travailler, quoi? Pardon?
Vous n'avez Bien pas sûr que commencé si, vraiment à travailler. mais quand même. Alors Mais vous y me dites qu'on croyez n'est pas ça? encore organisé, Non, je sais pas, j'ai dit moi. qu'on n'a pas les modalités. Vous m'avez demandé ce que je fais. Alors je dis que j'apporte mon expertise parce que je suis sur différents métiers, sur différents territoires. Donc je gère toujours la partie sud, mais j'apporte mon expertise sur d'autres choses et notamment le territoire nord, sur la visibilité de certains contrats. Voilà. Donc ce que je vous dis, c'est que si c'est pour vous donner le titre de ma mission ou de mon poste, je ne suis pas encore en mesure de le faire puisqu'on n'a pas encore terminé les contours d'organisation. Mais vous travaillez. Évidemment, et beaucoup. Pourquoi vous riez en disant ça? Non, parce que c'est vous qui riez. Parce que vu la vie que vous avez sur les fonctionnaires, vous avez déjà dit vous êtes fonctionnaire et les 40% et tout ça. Donc je peux vous rassurer, je travaille beaucoup, et deux, j'arrive à faire un bon travail. Et je vous invite à prendre les transports publics dans le sud, vous serez ravis. D'accord. Et si vous avez plus de 75 ans, en plus c'est gratuit. Ah ben, j'irai alors. J'irai dès demain. Ah. Bon, concernant le TCSP, comment vous l'imaginez demain? Imaginons que celui-là roule, bon, et qu'il faille le faire aller au Robert ou à Sainte-Anne, tout ça, est-ce que vous voyez le même système? Non. Le bus. Mais pour ma part, en tant que technicienne, ouais. En tant que technicienne, pour moi, ce type de véhicule est là pour renforcer des périodes pour moi, c'est ma vision technique, des périodes très fortes. C'est-à-dire qu'en général, sur un territoire comme le nôtre, peut-être qu'il aurait mieux fallu avoir des petits véhicules, j'entends des cars que l'on maîtrise par ailleurs, de 50 places, avec au moment de forte densité de fréquentation, donc ce qu'on appelle les heures pleines, peut-être en effet des véhicules de type TCSP, beaucoup plus grands, avec une capacité supérieure. Je ne suis pas sûre qu'on en ait besoin. On ait besoin d'une capacité de 140 places pour chaque véhicule, avec la fréquence qui était initialement prévue. Mais parce que ce type de produit va avec des limites en matière d'organisation, c'est-à-dire que si vous voulez réellement que les gens empruntent les services publics, c'est mathématique, mais c'est mathématique, non, c'est organisationnel. Là où vous avez le plus de services publics de transport, c'est que vous avez en effet une politique coercitive quant à l'autosolisme, donc la voiture individuelle, qui est très forte. Donc dans toutes les villes qui ont une très bonne organisation, bien souvent il est très compliqué de se garer. Il est payant de stationner dans la ville et éventuellement très cher, ce qui incite ce qu'on appelle le report modal, donc à lâcher votre voiture pour emprunter les services publics. Est-ce qu'il faudrait qu'on passe à ça ? Je pense qu'il faut en tout cas aider les gens, à passer à autre chose qu'à la voiture individuelle pour chaque personne du foyer qui a un permis de conduire. Oui, il va falloir qu'on trouve des solutions. Le TCSP, c'est pas tant la grandeur des bus ou un petit test, c'est toute l'infrastructure qu'il y a pour faire rouler les bus. C'est vraiment le conflit entre faut-il faire du transport, comme vous dites, avec des autobus, ou bien est-ce qu'il faut un train? Est-ce qu'il faut un tramway? Pourquoi Non, la question elle a été tranchée. Ce ne sera pas un train, ce ne sera pas un tramway, c'est un bus. Voilà, c'est un bus. Ça, c'est pour le TCSP. Mais c'est un bus, oui. C'est vrai. C'est pour ça que je vous demanderai demain, forte de l'expérience du TCSP, est-ce que vous pourriez imaginer qu'on puisse aller de Fort-de-France à Sainte-Anne par un train qui s'arrêterait dans toutes les communes qui séparent Fort-de-France de Sainte-Anne ou bien Je ne sais pas si on a la réserve foncière qui nous permet, encore une fois, on peut avoir de très grands projets, de très grandes ambitions. Il faut, après, c'est des études de faisabilité. Et puis, j'ai envie de vous dire, le meilleur transport, c'est celui qu'on peut se payer. On peut avoir de très très beaux projets si on n'a pas les moyens de les financer. Vous pensez vraiment que ça aurait coûté plus cher de faire des rails que de faire le TCSP? Oui, ça coûte plus cher, bien sûr. Moi, je ne suis pas convaincu. Non, mais on peut après rentrer dans... De faire un tramway, beaucoup de grandes villes ont fait des tramways au lieu de... Mais vous n'êtes pas sur une ville classique, vous êtes sur une ville, vous êtes sur un territoire, déjà vous parlez d'une ville. Alors nous, on est sur un territoire là qui concerne plusieurs communes. Est-ce que ça vous apparaît qu'il y a des villes en France qui sont plus grandes que nous? Oui, il y en a aussi qui sont bien plus petites. Oui, il y en a aussi qui sont... Non, mais il y en a aussi qui sont bien plus petites. On peut imaginer le transport en Martinique comme le transport dans une ville.
Il y a Tout à aucune fait, raison sauf que vous avez une chose et une particularité. Vous êtes Il y a sur un des territoire, montagnes, vous êtes sur un territoire avec une topographie singulière, particulièrement difficile, et un territoire mouvant par ailleurs. Donc ça veut dire que les ouvrages d'art vont chercher très profondément d'ailleurs de la stabilité, ce qui ne se fait pas obligatoirement ailleurs, ce qui n'est pas nécessaire ailleurs. Et puis on est dans une zone catégorie 5 en matière de risque naturel. Donc au-delà de l'ouvrage, il faut penser au risque et il faut penser à la résistance. On ne fait pas le pont prévu pour Fond-la-Haye, là, aux Bellefontaines. Il y a des ponts ici en Martinique. Tout à fait. On le fait des ponts. Alors. Oui. C'est la même chose, je veux dire. Non, c'est pas la même chose. Mais non, faut pas vulgariser. Que passent dessus 10 000 voitures non, faut vulgariser au sens où il faut apporter une information qui soit accessible à tous. Mais je vous l'ai dit, enfin, après, il y a des études qui sont menées. Peut-être que dans 10 ans, 15 ans, de nouvelles études, de nouvelles technologies nous permettront de voir les choses différemment. Il faut peut-être y penser, il faut penser à d'autres choses. Je pense que c'est pas... L'objectif, c'est pas tellement le matériel qui est utilisé, c'est toute l'organisation et l'aménagement auquel on pense autour de tout cela. C'est vraiment la stratégie de développement du territoire qui est mise en œuvre, la stratégie de stationnement et la stratégie de mobilité en général du territoire. Gouverner, c'est prévoir. Tout à fait. C'est pour ça que je vous dis qu'il ne s'agit pas simplement de l'outil, il s'agit d'une vision d'aménagement. C'est bien ce que je sais. Voilà. Vous êtes, mais c'est pas seulement vous êtes responsable d'un parti politique. Vous avez vocation à prendre le pouvoir. Donc, de avoir une vision d'avenir de tous les secteurs et notamment la communication. Mais une vision éclairée, Monsieur Laouché. Mais c'est ce que je veux pas. Mais je ne vais pas faire rêver les gens en leur disant on va construire un monorail. Béatrice Bellé a une vision de monorail. Non, il faut parce que pour l'instant il faut. Mais parce qu'il faut réfléchir. Mais oui, mais je ne vais pas lancer des idées. Mais il faut sortir de cette politique-là. Moi, je sors de cette politique-là. Cette politique de on envoie des idées et puis qui n'aboutiront jamais. Non. Je vous ai dit, la politique, c'est la responsabilité. Lorsque l'on parle de façon responsable, il faut aussi rassurer les gens sur ça, et c'est aussi l'émancipation de la pensée des personnes. On n'est pas dans un comptoir de bar. Quand je parle de politique, je ne suis pas sur un comptoir de bar. Je ne vais pas lancer des idées sans pouvoir les chiffrer. Je ne vais pas emmener ma famille politique vers une idée qui est irréalisable, infinançable pour la Martinique. Donc on va parler concrètement, et je vous dis que l'intérêt, c'est pas l'outil, c'est pas le matériel, c'est pas le bus ou le train ou le tram. L'intérêt, c'est de savoir à quoi ça correspond dans une politique d'aménagement du territoire, d'aménagement et une idée que l'on a du déplacement en Martinique. Voilà. Comment on aimerait que les gens se déplacent, pourquoi. Après, les outils, c'est un détail. C'est un détail qui est à chiffrer, mais c'est un détail. C'est la politique de déplacement qui est à penser. Oui. Voilà. Quelle mobilité on veut offrir dans les territoires, dans les villes? Qu'est-ce que l'on peut proposer aux maires en matière de stationnement, en matière de circulation dans ces villes? Et ça répond par exemple à un projet... Chaque fois que vous parlez de déplacement, ça fait plusieurs fois que vous parlez de stationnement. Oui, parce que ça va avec. Mais vous avez complètement raison, c'est extrêmement important. La place et l'argent qu'on dépense, on pense toujours aux routes, mais les parkings... Là, moi, il y a des parkings, quand je les regarde, c'est effrayant. Lorsqu'un capitaliste fait Carrefour, Génipa ou n'importe quoi, quand je regarde le béton qu'il y a là pour faire ces parkings suspendus et tout ça, c'est énorme. Alors il y a bien moyen d'éviter tout ça quand même. Je veux dire, un tramway, c'est beaucoup plus simple que tous ces trucs-là. Bon, mais ça c'est un autre débat. Et on va arrêter là l'émission. Pourquoi vous riez vous-même là? Pardon, je sentais que vous alliez partir sur une deuxième émission. Non, je me suis arrêté. Je reviendrai. Vous reviendrez avec plaisir. Et donc, dites au revoir aux gens. Eh bien, au revoir. Au revoir aux téléspectateurs et merci à vous de m'avoir accueilli sur votre plateau. Merci beaucoup de nous avoir honorés de votre présence. Nous avons eu le très grand plaisir de converser devant vous pendant près d'1h30 et en compagnie de Raphaël Dufour. Merci Raphaël d'avoir été là. Comme vous dites, ce fut un plaisir. Avec Béatrice Bellé, dont les initiales, c'est quoi? C'est bébé alors? Et c'est bébé, d'accord. Béatrice Bellé, première secrétaire fédérale de la Fédération socialiste de la Martinique. J'espère que nous avons contribué à mieux vous la faire connaître. Passez une bonne soirée et à très bientôt. Au revoir.